Ce n'est pas dans un bureau, mais à l'extérieur du lieu de travail, sur le parking et devant les employés, que le directeur général de l'ACM a exigé que le DAF signe le document actant sa révocation. Le DAF a refusé de signer ce document, ce qui a provoqué une vive altercation entre les deux responsables. Selon ses explications, il n'a pas encore reçu de notification ou de document officiel provenant de l'autorité compétente l'informant de cette décision, raison pour laquelle il refuse de signer. Il a également rappelé au directeur général de l'ACM l'importance du respect des procédures légales. Selon ce qui est ressorti au cours de leur échange, un différend concernant le 13e mois que se serait attribué le DG serait également à l'origine du conflit. L'an dernier, le directeur général aurait réclamé ce paiement alors qu'il n'avait travaillé que 4 jours au sein de l'ACM, une demande qui n'aurait pas été approuvée par le DAF. Une question se pose alors. Ce différend non résolu serait-il à l'origine de la révocation du DAF ? Toujours selon les faits observés ce matin, le directeur général aurait empêché le véhicule du DAF de quitter les lieux. Le DAF de l'ACM a également affirmé que la nomination du directeur général lui-même n'aurait pas respecté les procédures et les étapes légales requises. Selon la loi, une notification officielle à la personne concernée est nécessaire dans ce type de situation. La scène de ce matin, marquée par cette altercation entre le directeur général et le DAF, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux débats parmi les internautes. La passation de direction était prévue ce matin à 8 h, mais le DAF de l'ACM ne s'est pas rendu à son bureau. Ce dernier a exigé de recevoir une notification officielle de la part de la hiérarchie avant de quitter son poste. Pour rappel, le directeur général avait également réclamé hier les clés du bureau du DAF, mais elles ne lui ont pas été remises. Selon une vidéo diffusée aujourd'hui, on voit que les pneus du véhicule du DAF de l'ACM ont été dégonflés. Le directeur général de l'ACM et le porte-parole de l'ACM ont tenté de se justifier et de se défendre face aux journalistes et ont transmis cela en direct sur les réseaux sociaux. Cependant, la majorité des commentaires ont critiqué cette action comme un abus. Certains affirment qu'il n'est pas honteux de reprendre ses études, même après avoir occupé un poste élevé. D'autres estiment que le comportement du directeur général de l'ACM était indigne, manquant de leadership et donc non adapté à ce poste. La plupart des utilisateurs a également demandé des explications concernant le fameux 13e mois. Tulmbaokam tak fanurinen okzeni injakanden sayi, ou littéralement mouvement populaire exigeant une refondation. Assez des tâtonnements, oser agir, tel est l'appel lancé aujourd'hui à un CADVAT par le groupe des experts nationaux UGEN dans sa déclaration. Selon ce communiqué, la gouvernance actuelle et les actions menées depuis le lancement de la politique de la refondation ne reflètent pas le changement structurel, le profond réclamé par la population. Ils ont également formulé des propositions sur la manière d'entamer une véritable réforme dans chaque secteur d'activité en mettant particulièrement l'accent sur le domaine de l'éducation. En ce qui concerne la vie nationale et les événements survenus depuis l'indépendance, ils estiment qu'il n'y a eu aucun changement réel, ni dans la manière de gouverner, ni dans les structures, seules les personnes ont changé. Selon eux, il est donc impossible d'espérer une véritable réforme sans une volonté réelle de transformation. Ces membres du groupe des experts nationaux ont également souligné que le pays traverse actuellement une période difficile et que seule une concertation approfondie permettra de définir l'avenir de la nation. Quatre opérateurs économiques, le colonel Patrick, ancien directeur des doléances au sein de la présidence de la République pour la refondation, un ex-candidat à la mairie, un ancien ministre, une personne présentée comme un ancien garde du corps approché du président Al-Razouel, 2 anciens maires, un agent des douanes, un ancien sénateur ainsi qu'un député en exercice sont concernés par une interdiction de sortie du territoire, Malagasy ou IST, prononcée par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un document signé par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, pourtant caché et daté du lundi 16 mars 2026. Ces documents ne figurent pas dans les publications officielles du ministère concerné,
mais ont été diffusés sur Facebook par des communicants, puis largement relayés par les internautes. Cependant, à peine 1 heure plus tard, un autre document a circulé également sur Facebook. Celui-ci indique que le procureur général près de la cour d'appel ne s'oppose pas à la sortie du territoire pour 11 des 13 personnes mentionnées. Ce document est daté du 17 mars 2026 et signé par le PGCA Razafjalin Bouditier Alban. 3 points ont particulièrement retenu l'intention des internautes. Premièrement, ces personnes sont-elles réellement sous le coup d'IST ou non? Qui en a donné l'ordre? Quel est l'objectif recherché? Chacun y est allé de son interprétation, certains allant jusqu'à affirmer que l'ancienne ministre de la Justice, Vanirsu Ernev, serait à l'origine de l'un de ces documents. Deuxièmement, sur les 13 personnes initialement frappées d'IST, 11 ont bénéficié d'une levée de cette interdiction dès le lendemain, à l'exception du colonel Patrick et de la personne présentée comme ancien garde rapproché du président Ajrazueln. L'IST restera donc en vigueur pour ces 2 individus. Troisièmement, quelles sont les infractions reprochées à ces 13 personnes ayant conduit à cette mesure? À ce jour, aucune réponse officielle n'a été apportée. Suite à la diffusion de ces documents sur Facebook, le nom de Vanirsu Ernev a été mentionné. Elle a rapidement réagi pour se défendre. Le ministère de la Justice a également publié aujourd'hui un communiqué pour la disculper. La situation évolue rapidement. Chacun tente de se justifier et de défendre sa position. Toutefois, clarifier l'opinion publique et fournir des explications officielles ne semble pas encore être une priorité au vu de la situation. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui encore, un autre document circule s'agissant prétendument d'une instruction du Premier ministre chef du gouvernement confirmant la levée de l'IST pour les 11 personnes concernées. Cependant, après vérification, cachet et forme, ce document serait un faux. L'opinion publique est désorientée, ne sachant plus le vrai du faux. À l'heure actuelle, au moment où nous écrivons notre article, aucune communication officielle claire n'a été publiée pour expliquer cette affaire d'IST et de mainlevée d'IST. Le conflit au Moyen-Orient aura des répercussions à l'échelle mondiale, selon l'économiste Hugh Johnson, et Madagascar ne pourra pas y échapper. Qu'on le veuille ou non, il y aura une hausse du prix du carburant dans le pays à cause de cette situation, affirme-t-il. Comme solution pour Madagascar face à cette situation, il suggère la production et l'utilisation du pétrole lourd de Tsimrour. Concernant le conflit au Moyen-Orient, il précise que ce sont toujours les plus puissants et les vainqueurs qui attirent l'attention et le soutien des autres. Il appartient donc à chaque pays de mettre en place une politique adaptée à ce contexte. Une nation progresse en valorisant et en élevant sa culture à travers ses traditions et coutumes. De nombreux grands pays avancent grâce à leur culture, comme le Japon, la Chine et bien d'autres. La promotion de la culture chez nous passe par un changement de système à la base, à l'image de cette école qui a choisi de marquer le Nouvel An malgache en enseignant aux élèves les traditions de chaque ethnie à travers des danses, des pièces de théâtre et diverses activités. Tous les élèves ont participé à cette célébration du Nouvel An malgache, depuis les petits jusqu'aux collégiens. Le 19 mars dernier s'est achevé le jeûne de 30 jours pour les musulmans, soit un mois de Ramadan. Le Ramadan est l'un des fondements de la foi musulmane. Au-delà du jeûne, il régit tout le corps. On s'efforce de s'abstenir de toutes sortes de péchés afin de pouvoir affronter les 11 mois suivants sans commettre de mauvaises actions, comme mentir ou tromper. La fin de ce mois de jeûne marque la célébration de l'Aïd al-Fitr, que l'on peut traduire simplement par fête du repas. Il existe de nombreuses façons pour les musulmans de célébrer l'Aïd al-Fitr. Par exemple, dans le nord de Madagascar, cette journée est marquée par des repas en famille et la préparation du ribk, un plat traditionnel. On raconte que l'islam est entré pour la première fois à Madagascar au XVIe siècle, introduit par les Arabes immigrants. Aujourd'hui, il participe également à la culture malagasy. 8 groupes seront en lice lors de l'édition 2026 du tournoi Viva Football. Au total, 32 équipes participent à la compétition et le tirage au sort pour les groupes s'est déroulé aujourd'hui à l'Arena Ivanch. Italia ni vondrona à 1 ni US à 10. Niomni vondrona un coussin in rai dini Académie Buffalo.
Avant le tirage au sort, une réunion a été organisée par les représentants de chaque équipe. Le responsable de Viva a également apporté des explications concernant les objectifs de l'organisation de cette compétition. Lors de cette rencontre, l'ensemble des règles régissant le tournoi a été rappelé, notamment le contrôle rigoureux de l'âge des joueurs jusqu'à la fin de la compétition. Toute équipe qui triche sur l'âge de ses joueurs sera immédiatement disqualifiée. De nouveaux arbitres officieront également pour cette édition 2026. Selon leurs représentants, ils se sont engagés à arbitrer les matchs de manière juste et impartiale. Ce type de compétition ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes joueurs malagasy, leur offrant une opportunité d'intégrer le milieu professionnel. Le tournoi Viva Football est d'ailleurs reconnu pour révéler des talents, ce qui a conduit le responsable de Viva à lancer un appel aux techniciens du football. Pour rappel, le tournoi Viva Football U17 débutera le 28 mars prochain et se déroulera sur les terrains du CFFA Iavlou ainsi qu'à Tankatskaitos.